Bonjour, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Et si vous pouviez utiliser ChatGPT sans Internet. Nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui. Avant de démarrer le webinaire, je nous présente. Alors, Camille Rodriguez, Olga Dutro, nous sommes fondateurs du cabinet Machine Learning Lab, un cabinet de conseil et de formation en intelligence artificielle. Nous sommes convaincus chez Machine Learning Lab que tout le monde peut parler intelligence artificielle, tout le monde peut comprendre les concepts clés de l'intelligence artificielle, peu importe votre niveau technique. Et pour nous, parler IA, c'est pas seulement savoir utiliser ChatGPT ou n'importe quel d'autre type de l'intelligence artificielle générative, c'est surtout comprendre comment ces outils fonctionnent pour développer votre esprit critique et avoir ce recul précieux face à toute nouvelle technologie. Ça permet à tout le monde d'identifier des opportunités liées à l'IA, voir l'intelligence artificielle comme une opportunité et pas comme une menace, et surtout devenir acteur, actrice et pas spectateur, spectatrice dans cette nouvelle révolution digitale. Et ça, c'est la mission de notre cabinet et ça, c'est l'objectif aussi de cette série de webinaires que nous avons lancé avec Camille. Donc, avant de démarrer, vous allez, juste une petite information, vous allez recevoir toutes ces informations, ce webinaire, la vidéo, ainsi que toutes les autres ressources par email suite à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous via le chat que vous allez retrouver à droite. Après, vers la fin du webinaire, on va ouvrir la conversation. On ne ferme pas les micros et si vous voulez participer, si vous voulez partager, n'hésitez pas. C'est l'objectif aussi de ce webinaire, de vous entendre et pouvoir répondre à vos questions. Donc, vers la fin du webinaire, on va ouvrir les micros et si vous avez des questions, on va répondre à vos questions. Maintenant, aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. Nous avons préparé beaucoup de choses pour vous. Nous allons parler de LLM versus agent conversationnel pour voir la différence. Camille va vous présenter la LM Studio qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on va également parler des avantages et des inconvénients de déployer un LLM en local. Il y a beaucoup d'avantages, mais il ne faut pas oublier les inconvénients. Et Camille, il va vous présenter les deux. Et puis, il va faire une démonstration pratique d'une étude de cas vers la fin du webinaire. Et comme je viens de dire, on va vers la fin adresser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou bien à la fin, ouvrez vos micros et posez vos questions directement. Alors, Camille, à toi, je te laisse partager la présentation. OK, merci Olga. Du coup, là, je vais partager mon écran, effectivement. Je te demande à toi d'accepter les personnes qui se connectent et les mettre en tant que… Bien sûr, je vais m'en occuper. Que contributeur. Du coup, effectivement. Alors, on va commencer avec la première chose, c'est… Il y a beaucoup de confusion autour de qu'est-ce que c'est qu'un LLM et qu'est-ce que c'est qu'un agent conversationnel. Du coup, pour ceux qui me connaissent, vous voyez que moi, j'aime bien simplifier les choses au maximum possible. Qu'est-ce que c'est qu'un LLM? Un LLM, on les appelle aussi Large Language Model. Vous les connaissez, vous les utilisez peut-être, mais vous ne les connaissez pas, mais c'est ce qu'il y a derrière ChatGPT, par exemple. Du coup, on a ChatGPT, il a plusieurs modèles. Comme vous connaissez, sur ChatGPT, il vous demande, il y a une fenêtre qui dit avec quel modèle de ChatGPT vous voulez parler. Il y a GPT-4, 3.5, mais il n'y a pas que OpenAI qui a des modèles. Mistral, Llama, il y en a plein. Maintenant, DeepSeek, il a aussi lancé ces modèles des langages, des large language models. Et après, il y a ce qu'on appelle les agents conversationnels. Du coup, les agents conversationnels, c'est ceux qui utilisent des large language models pour qu'on puisse échanger. Alors, un large language model, c'est similaire à la fonction de complétion automatique de votre smartphone. J'aime bien faire cette démo quand je suis en formation, parce que je fais beaucoup de formations autour des agents conversationnels, ChatGPT et les autres. Et je demande aux personnes de sortir le téléphone portable et de commencer à taper un message. Je commence à leur demander de taper « Chérie, ce soir » et laisser le téléphone compléter. Du coup, je continue ce soir, je vais aller à la piscine et ça peut continuer. Je vous invite à faire cet exercice, c'est extrêmement marrant. C'est facile à faire. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un large language model? C'est comme un autocomplete.
C'est vraiment un modèle de langage de machine learning qui est capable de prédire la suite d'une phrase. Il est capable effectivement de construire des phrases cohérentes à partir d'une lettre ou à partir d'un mot, et ça va être complètement au hasard. Pour les développeurs, il a été nécessaire déjà de constituer une base de données énorme de textes. Du coup, les gens comme OpenAI ou les gens de Facebook ou les gens de Google qui ont fait leur modèle, ils ont effectivement dû scraper énormément d'informations des Wikipédia, des articles des journaux, souvent de façon pas forcément en demandant les autorisations. Il y a un grand scandale avec OpenAI parce qu'effectivement, ils ne sont pas demandé l'autorisation de tous les journaux pour faire ça. Mais une fois qu'ils ont scrapé ces informations, après, il y a une partie aussi de l'entraînement qui s'appelle l'apprentissage un peu par renforcement. C'est-à-dire que c'est un système de ranking qui va être fait par les ingénieurs qui font ces logiciels. C'est-à-dire qu'on va plus ou moins dire au logiciel, cette réponse, elle me plaît, cette réponse, elle ne me plaît pas. Et c'est en fonction de leurs valeurs, c'est en fonction de leur goût, c'est en fonction de qu'est-ce qu'ils considèrent important ou pas. La modération, la censure, tout ça, ça s'est fait au niveau du LLM. Une fois qu'on a un LLM, après, on peut avoir un agent conversationnel. Du coup, un LLM en soi, ça fonctionne, ça sert à beaucoup de choses. On peut déjà l'utiliser pour faire de la classification, de la clusterisation. Je vais vous parler tout à l'heure avec un projet que nous, on a eu la chance d'avoir. Mais après, ce qui est à la mode dans les grands publics, c'est ce qu'on appelle les agents conversationnels. Alors, les agents conversationnels, eux, ils utilisent un LLM. C'est-à-dire que pour qu'un chat GPT, d'ailleurs, ça s'appelle chat GPT, c'est parce qu'on échange avec GPT à travers des fenêtres de chat. Alors, chat GPT, il va préparer la requête en utilisant toutes les instructions personnalisées que vous pouvez lui donner, les documents que vous mettez à sa disposition, les résultats qu'il a pu obtenir sur Internet s'il a décidé de faire une recherche sur Internet, et en plus de tout ça, votre prompt, les fameux prompts. Du coup, tout ça, il va les réinjecter dans les LLM et va obtenir une réponse. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pour que vous puissiez avoir une conversation logique et qu'il y ait une persistance de ce contexte. Il va injecter tout ce qui a été dit et tout ce qui a été répondu à chaque requête. Comme ça, on va garder les contextes de la conversation et faire un chat. C'est un peu, quand je demande aux élèves aussi dans les formations, si j'ai dit, Olga, je te pose la question, Olga, tu peux allumer le microphone. Je te dis, Olga, moi aussi. Est-ce que toi, tu sais de quoi je suis en train de parler? Je peux déduire, ouais. Je peux deviner, ouais. Pas du tout de quoi je parle. Je t'ai dit, moi, je ne sais pas. Connaissant. Alors maintenant, si je t'ai dit, est-ce que tu veux manger une pizza ce soir? Toi, tu vas me dire, réponds-moi, tu me dis oui ou non? Oui. Oui, moi aussi. Tu ne peux pas savoir de quoi je parle si je ne te donne pas les contextes d'avant. Un chat, une fenêtre de conversation, un chat GPT, ça fonctionne de la même façon. Pour que les logiciels, les LLM, ils puissent répondre à cette question de moi aussi, il va falloir qu'il injecte la conversation de juste avant, c'est est-ce que tu veux aller manger une pizza ce soir? Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne un chat GPT. J'ai refait l'exercice sur un petit bout de code que j'ai codé, mais je vais vous montrer effectivement ça à l'oral, en démo. Alors, qu'est-ce que c'est que LM Studio? LM Studio, ce n'est plus ni moins qu'un logiciel qui est complètement gratuit. Vous trouvez sur Internet. Alors, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le télécharger en version Mac, en version Windows et en version Linux, si vous avez un serveur. LM Studio, c'est un logiciel qui vous permet de déployer des LLM chez vous en local. Et vous pouvez les télécharger sur ce site-là, lmstudio.ai. Alors, pour ceux qui s'intéressent, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer la présentation, contactez-nous. Mais vous allez taper LM Studio sur Internet et vous allez tomber sur ce site web-là et vous cliquez sur Download dans les systèmes d'exploitation de votre choix. Une fois que vous allez l'avoir, vous allez pouvoir déployer ce qu'on appelle des LLM. Alors, quand je dis LLM, c'est ce qu'il y a derrière les chats, l'agent conversationnel. Et des LLM, il y en a plein. Meta, que c'est la société mère de Facebook, il a un LLM très connu qui s'appelle Llama. Mistral, que c'est une société française, une startup qui fait les chats GPT à la française, il a son LLM. Perplexity, il a un LLM. Gemma, il a un LLM. DeepSeek, il a un LLM. En fait, toutes les sociétés, la plupart des sociétés, ils sont des LLM et ils choisissent de les rendre open source. Toutes, sauf OpenAI. Alors, c'est assez contradictoire que OpenAI, il s'est choisi ce nom de OpenAI
parce qu'ils ne sont pas du tout open. C'est les seuls modèles que vous n'allez pas trouver sur LM Studio, c'est ceux des GPT, des OpenAI. Vous n'allez pas les trouver. Alors, je ne veux pas que vous vous sentez volé d'être venu dans cette formation, dans ces webinaires. On a appelé comment utiliser ChatGPT sans Internet, mais on a bien mis entre guillemets ChatGPT, parce que ChatGPT, en tout cas pour les commandes des mortels, c'est impossible de l'utiliser et c'est impossible de le télécharger en local. Ce n'est pas open source. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser des ChatGPT entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre propre ChatGPT, mais il n'y aura pas les modèles GPT derrière. Au moins que vous passiez un accord avec OpenAI et qu'il vous fasse une exception. J'en ai connu une société qui a fait ça ici en France, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, ça peut coûter plus de 100 000 euros. Du coup, ça peut être, et ce n'est pas moi qui ai confirmé, je ne connais pas de tous ces deals, c'est juste, on m'a dit que c'est comme ça. Alors, on va passer aux choses sérieuses. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir tout ça? Du coup, en fait, aujourd'hui, la plupart d'entreprises, quand vous décidez d'utiliser un logiciel comme ChatGPT de OpenAI, alors soit vous demandez à vos utilisateurs de l'avoir et du coup, tout de suite, vous leur donnez la permission ou vous leur achetez des comptes Premium Pro et vous leur permettez d'utiliser ça via Internet. Et du coup, tous les processing et toute la génération de la réponse, ça se passe dans les serveurs d'OpenAI. Sinon, il y a des sociétés qui choisissent de mettre en place un serveur, un middleman, pour filtrer. Du coup, il y a beaucoup de sociétés, je connais ici en France, qui ont peur que leurs employés, ils s'envoient des documentations confidentielles. Et c'est vrai, parce que finalement, on est en train d'envoyer ça vers quelqu'un d'autre, qui n'est pas hébergé en Europe. C'est une société très jeune. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec vos données. Du coup, pour des sociétés qui ont des données confidentielles, ça peut être très, très compliqué de faire confiance à OpenAI juste comme ça. Du coup, ce que j'ai vu dans beaucoup de sociétés, c'est qu'ils mettent un serveur, ils mettent une application qui va filtrer les choses et qui va faire un peu la police entre ce que les employés s'envoient à OpenAI et ce que OpenAI a les droits de recevoir de la société. Du coup, ça, c'est la façon la plus logique et c'est la façon comme la plupart des sociétés aujourd'hui en France déploient des agents conversationnels. Au moins qu'ils les fassent eux-mêmes. Mais ça, c'est assez compliqué. Ça, c'est une autre discussion. Bah, maintenant, avec OpenAI, avec LM Studio, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez déployer ça en local. Quand je dis en local, c'est dans vos serveurs à vous, de votre entreprise. Et là, vous pouvez utiliser un agent conversationnel carrément sans Internet, juste avec un réseau. C'est-à-dire que si vous savez l'infrastructure nécessaire pour avoir un serveur chez vous, dans vos locaux, dans votre réseau, et sur ça, installer LM Studio et là-dedans, déployer un LLM, vous pouvez permettre à vos utilisateurs dans votre entreprise d'utiliser un LLM sans Internet. Et du coup, la promesse de ces webinaires d'utiliser ChatGPT, entre guillemets, on a bien dit, ce n'est pas ChatGPT, mais c'est un agent conversationnel, vous pouvez l'avoir sans Internet si vous faites ça. Alors, de nos jours, la plupart d'entreprises, elles sont une infrastructure un peu hybride ou dans les clouds. Nous, les cas avec Olga, notre entreprise, on a tout dans les clouds. On a toute notre infrastructure dans des serveurs de Google, d'Amazon. Du coup, nous, on est une société, mais on est une startup en mode cloud. Beaucoup d'entreprises ont leurs serveurs sur des cloud providers, OVH, Microsoft, IBM, Amazon et compagnie. Et du coup, ils vont pouvoir aussi installer LM Studio et là-dedans, déployer un LLM et permettre à leurs utilisateurs de faire ça. Alors, avant de parler d'avantages et des avantages, je pense que le plus intéressant, c'est de faire une démo. Alors, je ne vais pas faire l'installation parce que ça, je vous laisse faire directement sur Internet. Mais pour rappel, si vous tapez LM Studio, tout simplement, sur Internet, sur Google, c'est les premiers résultats. Et en fait, si vous allez sur ça, vous téléchargez. Moi, j'ai Windows ici, du coup, j'ai téléchargé. Et il y a un exécutable, vous les lancez, vous installez, point barre. Alors, maintenant que je l'ai installé, c'est un logiciel qui ressemble à ça. Alors, ce qui est absolument sympa, c'est qu'il y a aussi des façons de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en mode user. Du coup, si vous êtes un utilisateur normal et que vous ne voulez pas regarder les trucs derrière, vous l'utilisez en mode user et ça va très bien. Sinon, vous êtes en mode power user ou développeur. Du coup, les deux, ça revient un peu au même. Moi, je suis un power user ou un développeur. Et du coup, la première chose que je fais, c'est que je peux accéder à tous les LLM dont ils sont. Alors, on avait parlé des Llama, par exemple. Llama, en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs modèles des Llama.
Et en fait, pourquoi il y en a plusieurs? C'est parce qu'il y a Llama, à la base, c'est open source. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont soit faire ce qu'on appelle du fine-tuning, soit ils vont les repackager. Du coup, les gens des méta, ils sont leur propre version. Et après, il y a des versions plus anciennes, plus nouvelles, qui prennent plus de disques, qui prennent moins de disques. Il y a toute une façon de voir ça. Alors, par exemple, celle-là, vous voyez qu'elle me dit, c'est un peu trop large pour ta machine. Parce qu'il me dit c'est 70. Alors là, je ne vois pas pourquoi il dit c'est 70. Il dit c'est 37 gigabytes. Et il me dit c'est quand même un peu grand pour ta machine. C'est vrai que moi, je suis dans un PC de travail. Mais si j'avais un serveur, je n'aurais peut-être pas ces problèmes. Alors, ce qui est cool avec LM Studio, c'est qu'il propose aussi de voir quels sont les bons modèles qui pourraient aller avec ma machine. Ceux qui sont en violet, ce sont des modèles qui sont choisis par LM Studio. Du coup, c'est un peu recommandé par les éditeurs de ces logiciels. Mais sinon, en fait, vous pouvez trouver tous les modèles qui sont sur un repository qui s'appelle Hugging Face. Pour ceux qui ne connaissent pas Hugging Face, en fait, c'est un repository des codes et dans lesquels vous pouvez trouver tous les modèles, tout simplement. Et c'est là que vous les trouvez. Du coup, les DeepSeek, les Microsoft, les Perplexity, ils sont déjà là. Alors, nous, LM Studio, tout ce qu'il fait, c'est la passerelle. Il va les chercher ici. Et il va les trouver là. Alors, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'à choisir un. Alors, on a vu qu'avec Llama, il y a Gemma, il y avait, par exemple, je peux dire DeepSeek. C'est très à la mode en ce moment parce que c'est les Chinois. Et du coup, en fait, une fois que j'ai choisi un truc, il y en a un qui s'appelle Dolphin, par exemple, qui est très important. Dolphin de Mistral. Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est j'ai à télécharger. Et du coup, je clique sur Download. Il va les mettre dans la queue de téléchargement et il va commencer à les télécharger. Alors là, pour l'instant, on va les laisser. On va les laisser finir. Ça va prendre peut-être une minute. Mais voilà, il est en train de télécharger. Alors, tous mes modèles, ils vont être effectivement disponibles ici. Ils vont être disponibles ici dans cette barre. Du coup, tous les modèles que j'ai installés, ils vont être là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez changer d'un modèle à un autre et basculer dans un autre. Du coup, par exemple, si je veux passer en mode chat, par exemple, moi, j'ai envie tout simplement de faire à échanger. Alors, moi, j'ai déjà téléchargé Gemma, Mistral, Llama et DeepSeek, deux versions de DeepSeek. Du coup, j'ai tout simplement envie de tester, par exemple, c'est celui-là, Mistral. Du coup, je l'ai choisi et là, je peux taper tout simplement. Alors, ils disent quelle est la capitale de France, mais on peut me demander, voilà, quels sont les plats préférés des Français, par exemple. Comme ça me vient à la tête. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'en répondre. Les plats préférés français serait la pizza. Cette tendance s'est renforcée ces dernières années. Et du coup, il va me sortir une réponse. Ce qui est intéressant, c'est que là, je peux effectivement changer les modèles. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de passer ça. J'ai envie de poser la question à un autre modèle, à Gemma. Du coup, là, vous voyez qu'il est en petite barre parce qu'il est en train de les uploader en mémoire. Il est en train de les monter en mémoire. J'ai la chance d'avoir un ordinateur portable avec une carte graphique plus ou moins récente de l'année dernière. C'est un RTX 4060. Et du coup, ça facilite aussi l'utilisation de ces modèles. Juste pour information, quand on a un modèle, on peut aussi les paramétrer. C'est-à-dire que moi, j'ai mon modèle. Alors, il est en train de charger toujours. Et je suis capable de lui donner des instructions pour dire j'ai envie, par exemple, à My Models, par exemple sur celui-là, je peux tout simplement dire attendez, My Models, mes paramètres. Du coup, par exemple, à quel point j'ai envie d'utiliser ma GPU. Alors, plus je mets ça haut, normalement, plus ça va aller vite, parce que ça va utiliser ma carte graphique. Mais du coup, ça va vous faire toute la carte graphique. Du coup, là, je peux utiliser des CPU, je peux utiliser la GPU, je peux lui donner des random seeds pour faire des choses persistantes. Je peux lui rajouter des contextes. Du coup, je peux lui demander tout simplement répondre toujours en utilisant de la poésie. Du coup, là, par exemple, là, c'est une instruction personnalisée que je vais lui rajouter. Alors, on est sur Mistral Nemo Instruct.
Du coup, là, par exemple, c'est bon. Du coup, là, je vais faire. Et là, si je viens ici, et je viens sur Nemo Instruct, celui-là, donc il va charger. On vient de lui dire que je voulais tout lancer sur la GPU et qu'en plus de ça, je veux qu'il fasse en poésie. Alors là, je n'ai pas besoin de lui dire dans les prompts. Du coup, quels sont les plats, en attendant, quels sont les plats préférés des Italiens? Et là, il est en train d'envoyer un Nemo Instruct et du coup, avec les instructions personnalisées que j'avais envoyées, de faire en poésie. Là, il m'a fait ma réponse. Alors, tout ça, c'est l'interface un peu pour les utilisateurs normaux. Alors, maintenant, on a effectivement une partie développeur. Quand je fais une partie développeur, c'est parce que je peux lancer ça en tant que serveur local dans ma machine. Chose que j'ai fait. Du coup, j'ai lancé un serveur et ce serveur-là, il est en train de tourner sur ça. Du coup, sur cette adresse en local, il y a mon serveur. Et du coup, ce que je me suis permis de faire, c'est que je vais vous montrer trois choses avec cette démo. La première, c'est une petite application que j'ai codée, que j'appelle mon LLM en local. Et du coup, là, ce qu'il va faire, c'est que quand je la lance, il va me donner déjà la liste de tous les trucs qu'il y a. Je vais lui dire, on prend celui-là. Et là, je peux lui montrer qu'est-ce que c'est qu'un LLM pour que vous voyez la différence entre un LLM et un agent conversationnel. Là, je peux lui demander, par exemple, fais une ode au couscous en version Jean de La Fontaine. Du coup, là, je vais cliquer générer. Alors, je vais vous montrer ça. Et vous allez voir qu'ici, quand je vais cliquer sur générer, ici, il y a des choses qui vont se passer. Alors, attendez, je vais mettre ça plus petit. Et vous allez voir que l'effet de lancer ça, ici, vous allez voir qu'il y a du trafic. Donc là, tout de suite, j'ai envoyé et là, il y a du trafic. C'est-à-dire que ça, c'est une application qui est en train d'appeler cette application-là, qui est en train d'utiliser les LLM Mistral pour générer cette réponse à ces trucs-là. Alors, vous allez vous dire, ça prend du temps. Oui, parce que ma machine, elle n'est pas si puissante que ça. C'est parce que j'ai fait deux applications, une qui communique avec une deuxième, qui communique avec une troisième, et ce n'est pas aussi optimisé que sur la fenêtre de chat. Mais quoi qu'il en soit, là, il a fait mon ode au couscous en version Jean de La Fontaine. L'homme les couscous dans son humble demeure est un plat qu'on chérisse, messieurs. Je vous laisse faire. Je vous laisse regarder. Alors ça, c'était pour vous montrer ce que c'est qu'un LLM. Effectivement, je peux changer et du coup, voir les différences entre les deux. Par exemple, j'ai envie de les faire avec Gemma. Je l'ai fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les données ne sortent jamais de mon PC. Et c'est ça l'intérêt, parce que si vous avez l'habitude d'utiliser des... Là, il est en train d'uploader, de mettre en mémoire Gemma, vous voyez. Et une fois qu'il aura fini, il va traiter ma requête. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Alors, vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Si je peux faire ça déjà avec ChatGPT ou avec Copilot ou avec les autres, ben oui, mais là, je peux le faire en local. Je peux le faire dans ma propre machine et les données ne vont pas sortir. Du coup, effectivement, pour faire une node au couscous en version Jeanne de La Fontaine, il n'y a pas trop d'intérêt, mais on va les faire quand même. Mais surtout, déjà, je peux changer les modèles. Alors, ce qui est super sympa, c'est que je peux comparer les modèles et faire des benchmarks, comment ça se passe avec Mistral, comment ça se passe avec Gemma, avec Llama, avec DeepSeek, avec tous les autres. Là, il est envoyé, il est en train de faire du processing et là, il va l'apprendre. Donc, ça a pris un tout petit peu de temps parce que ça a mis un peu de temps à charger. Mais là, il est en train de processer ma demande et là, il va me faire la réponse. Load au couscous en version Jean de La Fontaine. On attend et ça va venir. Alors, pour un utilisateur lambda, à quoi ça sert de pouvoir faire ça? Moi, je pense que l'une des seules choses dans lesquelles où je vois un use case pour un utilisateur lambda, c'est surtout avec des informations un peu... Mais c'est la même chose pour les entreprises avec des informations un peu confidentielles. C'est-à-dire que moi, les informations du type fiche de paie, mot de passe, brevet, toutes les choses qui sont un peu confidentielles, ça, de toute évidence, il ne faut pas les partager avec un acteur tiers. C'est d'ailleurs ça la question pour laquelle les entreprises, ils ont peur de partager les données avec OpenAI. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'arrive et c'est bloqué. OpenAI, c'est bloqué. Et si c'est bloqué, c'est parce qu'il y a cette problématique-là. Alors ça prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Celle-là, elle a pris beaucoup de temps. C'est un modèle
qui est beaucoup plus large. Là, on est en train de parler de 16 gigas. Je me demande si je ne vais pas forcément l'arrêter et dire, on va peut-être l'arrêter, on va envoyer sur Mistral ou sur DeepSeek. On va faire sur Mistral qui est déjà monté et on va générer. Alors, ça, c'était pour vous montrer les LLM en local. OK? Alors, maintenant, on a aussi la partie chat. Et la partie chat, elle est là. Et alors, c'est la différence avec Cebu Decode, c'est que tout simplement, je lui ai demandé de faire une interface conversationnelle. C'est-à-dire que là, ce que j'ai aussi dit, c'est pour que je fais cet exercice pour que vous voyez la différence entre un chat GPT et un GPT, c'est que là, je vais pouvoir échanger avec les trucs. Alors, on va voir s'il a fini. Oui, il a fini avec son couscous. Alors là, je peux lui dire des informations du type, je m'appelle Camilo. Comment tu t'appelles? Et du coup, là, je vais lui envoyer. Alors là, il est envoyé. Il va répondre. Je suis inscrit des poésies sans nom ni forme. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas enlevé les trucs des poésies. Dis-moi donc qui tu es, sous les ciels sans borne. Mais là, je peux lui demander comment je m'appelle. Et normalement, il va garder ça en mémoire parce qu'en fait, à chaque fois, pour répondre à cette question-là, il va injecter ça et ça, comme l'effet de ChatGPT. Et du coup, là, il me sort, tu t'appelles Camille. De toute évidence, comme sur ChatGPT, si je ressors la fenêtre, et là, je lui demande comment je m'appelle, c'est absolument pas, enfin, normalement, je lui demande ça, il ne connaît pas mon nom. C'est les mêmes exercices que je demande à faire sur ChatGPT, c'est parce qu'il n'y avait pas de persistance dans les trucs. Il n'y a pas de persistance dans la conversation. La façon comme il injecte ça, c'est parce qu'il va rajouter tout ce qui a été dit et tout ce qui a été rajouté, comme l'effet ChatGPT. Comment je m'appelle? Quel est mon nom? Et là, vous avez vu la différence? Alors, normalement, si. Il s'appelle Camilo. Mais voilà. Alors, vous avez vu la différence entre un agent conversationnel, un LLM, c'est vraiment à la base, un LLM, ça sert à faire des l'autocomplete. Il était une fois, il va continuer, normalement, avec une histoire qui fait un peu de sens. Un chat, c'est vraiment pour échanger. Du coup, il était une fois, et là, il est en train de générer en même temps. Et un chat, c'est vraiment pour échanger. C'est ça la différence entre un chatbot et un agent conversationnel. Alors ça, c'était les deux choses que je voulais vous montrer. Il y a un troisième, un autre logiciel qui est assez intéressant qui s'appelle Anything LLM. Alors, Anything LLM, on va les laisser réfléchir. Ça prend un petit peu de temps. Mais on va les laisser réfléchir. En attendant, je vais vous montrer un troisième logiciel qui est complètement gratuit qui s'appelle Anything LLM. Anything LLM, c'est une application aussi gratuite que vous pouvez télécharger. Il y a une version aussi, vous pouvez les lancer sur un serveur. Mais alors, à quoi ça sert Anything LLM? Ça sert à quoi ça sert Anything LLM? Ça sert à faire rajouter des bases de connaissances. C'est-à-dire que autant ici, sur LMS Studio, vous pouvez rajouter un fichier, vous pouvez rajouter un petit fichier, autant sur Anything LLM, c'est un truc que vous allez connecter et qui va se connecter à ça. Là, vous pouvez lui rajouter plein vous pouvez être un nouveau workspace. Et là, par exemple, vous allez faire beaucoup de fichiers. C'est ça ce qui est intéressant. C'est pour que vous puissiez injecter vos propres bases de connaissances. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, là, j'ai rajouté tous ces fichiers-là. Ce sont des actes, des actes, des documents administratifs de ma société. Et du coup, je rajoute tout ça. J'ai la absolue certitude que ça ne va pas sortir de mon téléphone. Et je peux tout simplement lui poser une question. Je peux lui demander qu'est-ce qu'est Machine Learning Lab? Machine Learning Lab, c'est le nom de ma société. Et du coup, il va me répondre très pertinemment parce qu'il a ça dans sa base de connaissances. Et dans sa base de connaissances, il va me dire, il va les sortir, et même avec des citations, on va voir. Ça, c'est Anything LLM. C'est vraiment la possibilité
Voilà. Machine Learning Lab est une société à responsabilité limitée avec un capital de 100 000 euros, des sièges sociaux. Et donc, toutes les informations qui peuvent être ou pas confidentielles, elles sont là. Et c'est parce que je lui ai rajouté ces bases de connaissances. Alors ça, c'est extrêmement utile quand on est en entreprise et qu'on a des documents confidentiels et qu'on a envie de les rajouter dans un LLM ou les injecter dans un LLM sans pour autant perdre les contrôles de ça. Du coup, moi, je trouve que cette combinaison de LLM Studio plus avec un logiciel comme Anything LLM dans lequel on peut rajouter mais vraiment beaucoup de bases de connaissances avec des documents PDF ou Word ou peu importe, c'est extrêmement génial parce que là, ça ne sort absolument pas du tout de mon PC et je garde une gouvernance de la donnée. Du coup, à quoi ça sert tout ça? Du coup, je vais revenir sur ma présentation. Du coup, on va voir sur le... Juste pour la petite histoire, sachez qu'il y a aussi un SDK en JavaScript. Alors moi, l'application que j'ai faite, c'était en Python, mais il y a un SDK officiel en JavaScript qui vous permet d'intégrer ça dans vos logiciels à vous si vous le souhaitez. Alors, les pros. Pourquoi, quand on est une entreprise, déployer un LLM en local? Et quels sont les inconvénients? Alors, les pros, les avantages. La première, c'est une meilleure gouvernance de la donnée. C'est-à-dire que vous assurez la confidentialité de la donnée. Je ne me permettrai pas de dire à ChatGPT, voici un brevet sur lequel je suis en train de travailler et permets-moi de l'améliorer. Ce sont des informations qui sont de toute évidence confidentielles. De la même raison que je ne conseille pas aux individus, vous ne dites pas à ChatGPT, j'ai des problèmes de couple, ou ChatGPT, j'ai trahi ma femme, comment lui dire, toutes ces informations, gardez-les pour vous. Ce sont des informations qui sont confidentielles. Dès que c'est confidentiel au privé, c'est quand même un peu risqué de l'envoyer à un tiers dont vous ne connaissez absolument pas du tout et surtout que les politiques d'utilisation, elles peuvent changer au gré du temps. Alors, là, vous avez une meilleure gouvernance de votre donnée parce que vous assurez la confidentialité. Les données ne sortent jamais de votre serveur. Pourquoi l'utiliser? Parce que vous avez une possibilité de personnaliser à l'infini votre agent conversationnel. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un agent, vous pouvez utiliser un deuxième, vous pouvez rajouter tout ce qu'on appelle les hyperparamètres dans le modèle des LLM, la température, les tokens d'entrée, les tokens de sortie. Il y a même beaucoup de choses sur lesquelles vous n'avez pas accès avec ça sur ChatGPT en mode utilisateur. Là, vous pouvez personnaliser à l'infini. Vous pouvez maîtriser les coûts d'utilisation. C'est-à-dire que si vous utilisez un ChatGPT ou une API, ça vous fait payer à l'utilisation. Quand vous êtes une entreprise, quand vous déployez un LLM, que vous utilisez l'API d'un LLM existant comme OpenAI, vous payez à l'utilisation. C'est peut-être pas cher, mais si vous rajoutez et rajoutez et rajoutez, ça, petit à petit, ça va augmenter. Et puis, on parle beaucoup de la souveraineté de l'IA. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'on est des l'IA souveraines. On parle beaucoup de ça en France, surtout avec les climats politiques qu'il y a en ce moment outre-Atlantique. Quand on maîtrise sa souveraineté de l'IA et vous réduisez votre dépendance vis-à-vis des acteurs tiers. Vous ne dépendez pas d'OpenAI, vous ne dépendez pas d'une société tierce qui demain peut tout simplement vous couper les services et auprès de qui vous allez vous plaindre. Déployer un agent conversationnel au niveau organisationnel, vous le faites en toute confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, ça prend plus de temps, ça demande un peu plus d'expertise, mais si vous faites ça dans votre entreprise, et je vous parle, normalement, c'est si vous êtes responsable d'innovation, responsable DSI, ou que vous voulez vraiment lancer l'IA au niveau de l'entreprise et que la question gouvernance de la donnée, c'est important pour vous, là, vous pouvez les déployer en toute confiance. Alors, les désavantages. Alors, évidemment, il faut déployer et héberger votre propre serveur. Alors ça demande un coût. Ça demande un coût qui peut être élevé au démarrage parce qu'il faut avoir un serveur. Alors, les serveurs, de nos jours, ils peuvent être aussi virtuels. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un serveur dans une salle des serveurs. Vous pouvez avoir un serveur chez OVH, chez Microsoft, chez Google, chez Amazon, chez les cloud providers de votre choix ou même dans votre sous-sol. Mais il y a toujours un coût qui n'est pas négligeable. Il y a aussi une escalabilité qui est plus complexe. Quand vous utilisez un truc comme l'API d'OpenAI, c'est eux qui s'occupent de l'infrastructure, ce n'est pas à vous. Là, c'est à vous de gérer votre infra. Du coup, si vous passez des 5 utilisateurs à 200 utilisateurs à 4000 utilisateurs, ce n'est pas les mêmes choses. Du coup, l'infrastructure derrière, il faut qu'elle suive.
Et pour ça, il faut une ou plusieurs ressources. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne dédiée à ça. Il faut qu'il y ait une personne dédiée à l'infra derrière. Il faut qu'il y ait une personne dédiée à régler tous les problèmes des connexions, des ci, des ça. Du coup, c'est un peu plus complexe et surtout qu'il y a une évolution rapide de la technologie. Du coup, il faut être toujours au courant de quels sont les derniers modèles, il faut les télécharger, il faut les tester, il faut les mettre à... Alors maintenant, ce qui est absolument génial, c'est que vous changez les modèles comme vous changez les t-shirts. Vous avez vu, je change de modèle, je mets un autre, ni vu ni connu. Et ça continue à marcher. Tout ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez avoir plusieurs modèles et tester et voir lesquels marchent et lesquels ne marchent pas. Et tout ça, gardez dans votre infrastructure. Je vais vous parler d'un petit cas d'usage. Une entreprise, je ne vais pas dire son nom parce qu'ils ne m'ont pas autorisé à donner leur nom, mais c'est une société qui travaille avec des enquêtes. Et ces enquêtes-là, ils sont des questions ouvertes. Alors, les questions ouvertes, elles sont par exemple, une question ouverte d'une enquête peut être comment est-ce que vous avez entendu parler de notre marque? Plusieurs réponses possibles, parce que là, on laisse la personne écrire. Un pote, un ami, un pote et Internet, sur Google, au mal des marchés. Aujourd'hui, ce qu'ils ont, c'est ils savaient une équipe, ou ils sont une équipe de personnes réelles, des humains, qui vont regarder et faire des clusters des réponses et leur donner une étiquette. C'est-à-dire, pote, ami ou pote et Internet, en fait, finalement, ça, c'est ce qu'on appelle un cluster relation. Du coup, c'est créer un cluster et lui donner un nom. Internet ou Google, ça vient la même chose. Et on m'a marché, c'est un effort commercial. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'une réponse, elle peut appartenir à un ou plusieurs clusters. Du coup, les potes et Internet, finalement, ça a un count en relation, ça a un count Internet. Pour cette société, c'est extrêmement important de faire ces analyses-là parce que ça leur permet de donner justement des informations sur ces enquêtes-là et sur ces résultats de ces enquêtes-là. La façon un peu à l'ancienne de faire du clustering, c'est avec des méthodes de data science, comme on appelle les K-means clustering, où il y a plein de techniques de data science qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, à l'ère des LLM, on peut donner une instruction avec un prompt. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire de la clusterisation de ces informations avec un LLM? Et l'idée, oui, on peut. Du coup, nous, notre cabinet, il a été mandaté pour faire des tests et prouver la faisabilité technique de cette tâche. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une personnalité, un rôle. Ce que j'ai mis là tout à l'heure à l'LLM en disant répond tout en poésie. Là, les rôles, c'est ton rôle est de structurer les réponses en questions ouvertes. Tu dois compter les clusters des réponses, medir les noms des clusters. Chaque réponse peut appartenir à un ou plusieurs clusters et doit être comptabilisée dans chaque cluster. Donne la réponse en format JSON. Ça, c'est important parce qu'après, informatiquement, on va pouvoir traiter ça. Et alors, la question est, et du coup, si je mets un rouge, c'est parce que ça, c'est une variable. C'est-à-dire qu'on ne va pas la mettre là, on va la mettre en tant que variable. Voici les 5 réponses qui ont été données. Alors, les 5, effectivement, c'est aussi variable. Ça, je vais les changer en rouge. Mais du coup, tout ce qui est en rouge, ça va être un mode variable. Et du coup, pour la prochaine question, ça va changer. Les nombres de réponses vont changer et les comptes des réponses vont changer. Alors, on a fait plusieurs tests. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un problème des LLM, c'est que les réponses ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire que c'est fondamental que vous compreniez quand on utilise un LLM, on part sur des bases probabilistes. À un coup, ça va dire une chose. La deuxième fois, même avec les mêmes prompts, il va vous répondre autre chose. Les LLM, y compris ChatGPT, si vous leur demandez un truc, il va vous donner 2 réponses différentes. C'est pour ça que j'y crois de moins en moins à cette histoire de travailler sur les prompts. C'est pas que c'est pas important de travailler les prompts, c'est qu'il ne faut pas lui donner tellement d'importance aux prompts, sachant que même si vous lui donnez les mêmes prompts et si vous ne me croyez pas, faites l'exercice vous-même, testez un prompt, copiez-les et sur ChatGPT, ouvrez une nouvelle fenêtre de chat, vous allez copier les mêmes prompts, ça va vous donner une histoire ou une réponse complètement différente. Alors, effectivement, nous, quand on a fait ça, la première fois, il nous a sorti 10 clusters et il les a comptabilisés, 9 clusters et il les a nommés comme ça. La troisième fois, 11 clusters. Finalement, ce n'est pas si différent de ce qu'aurait fait un humain. Vous voyez, l'intelligence humaine, elle aurait fait la même chose. Vous demandez à une personne, il va faire ça, mais vous saurez demander les jours d'après, il va peut-être être mauvaise humeur ou il ne va peut-être pas trouver 10 clusters, il va trouver 9 parce qu'il en avait un peu marre. Et la fois d'après, peut-être qu'il est un peu plus concentré, il va trouver 11. Du coup, je trouve que c'est un peu paradoxal que finalement, l'intelligence artificielle, elle tombe un peu sur cette problématique qui est aussi humaine, de se dire on ne va pas donner les mêmes résultats à chaque fois. Alors, demander à un LLM de clusteriser les réponses d'une question ouverte, c'est possible. On peut faire beaucoup plus de choses avec les LLM,
Mais ce que je disais, la nature probabiliste des LLM rend les logiciels de ce type très aléatoires. Un prompt ne garantit pas une unique réponse. Alors moi, ce qu'on a conseillé, ce qu'on a préconisé pour ces clients, c'est émettre une boucle de logique. C'est-à-dire, j'envoie une réponse, j'envoie les mêmes prompts une deuxième fois, les mêmes prompts une troisième fois, j'analyse les trois réponses. Et si par exemple, il y a eu un problème, je reviens vers les clients. J'ai fait une alerte, j'ai fait un log, j'envoie un email. Et comme ça, on peut aussi surveiller ce qui est en train de se passer. Les IA modernes, les LLM, ça ne garantit pas une unique réponse. On ne peut malheureusement pas te dire avec ça, tu vas avoir ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, les idées clés à retenir suite à ces webinaires, c'est que ChatGPT ne peut malheureusement pas être utilisé sans Internet. Et je te parle à toi, Michel, parce que tu m'avais envoyé un email en me disant que tu n'avais pas trouvé sur LM Studio comment trouver ChatGPT. Et non, tu ne vas pas les trouver, malheureusement. ChatGPT, on ne peut pas l'utiliser sans Internet. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas open source. Peut-être que ça peut changer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas trouver les modèles des langages, modèles des GPT open source. Par contre, si votre entreprise est méfiante de ChatGPT et ou de ses concurrents, il y a des alternatives. Vous pouvez déployer un LLM ou un agent conversationnel en local grâce à notre logiciel que je viens de vous montrer, LM Studio. C'est idéal pour les entreprises qui ont des données confidentielles ou sensibles. Si vous êtes une petite entreprise, franchement, il n'y a pas trop besoin de faire ça. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'agents conversationnels qui sont de plus en plus gratuits. Du coup, si vous êtes une petite entreprise ou que vous ne gérez pas les données confidentielles, ce n'est pas très important. Maintenant, si vous êtes une grande entreprise ou vous gérez des données dans les médicales ou que vous savez des informations sur les clients, sur les affaires, sur les fiches de paye, des choses comme ça, c'est idéal. LM Studio peut être installé sur Windows, sur Mac OS ou sur Linux. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet justement de les déployer soit en votre PC, soit en votre Mac, soit en un serveur Linux. Et le niveau de personnalisation d'un agent conversationnel ou d'un LLM est largement supérieur si vous les tournez en local. Si vous faites ça avec LM Studio, vous avez vu, vous pouvez jouer sur absolument tous les trucs. Du coup, vraiment, c'est à retenir si vous êtes une entreprise qui travaille avec des données confidentielles ou sensibles, c'est ma préconisation. Alors, je te laisse reprendre la suite. Merci Camille, tu peux continuer à partager. Okay. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les indiquer dans le chat ou vous pouvez ouvrir vos micros. En attendant, juste une petite information, si tu peux revenir s'il te plaît en arrière Camille. Si vous avez des questions, par exemple par la suite à ce webinaire, si vous avez un projet d'intégrer l'intelligence artificielle dans vos processus, dans vos entreprises, ou bien si vous avez un projet de formation et vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. C'est gratuit, un rendez-vous de 30 minutes. Vous pouvez consulter notre calendrier en ligne. Je vous ai mis le lien sur ce slide et nous allons essayer de répondre à vos questions. Et puis, si vous êtes intéressé, il y a également, nous avons mis en ligne quelques formations pour aller plus loin, pour comprendre c'est quoi l'IA, comment ça fonctionne et comment vous pouvez tirer parti au niveau pro ou perso de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à consulter ces deux liens. Et je reviens, pardon, oui. Je viens de mettre ça sur les chats pour que ce soit Ah oui, c'est gentil. Merci, Camille. Il y a une question, Camille. Est-ce que tu peux ouvrir le chat, s'il te plaît? Alors, normalement, c'est ouvert. Hein. Il y a les gens, je vois qu'ils peuvent… Non, toi, tu peux regarder, il y a une question. Alors, Michel Nguyen qui dit « Ce que vous présentez semble s'adresser à des entreprises. Si on veut juste faire la même chose en tant que particulier pour ses hobbies, cela est faisable ?» Oui, c'est effectivement faisable. Alors, nous, c'est qu'on est une entreprise, Michel, et que du coup, on parle ici comme si vous étiez une entreprise. Mais effectivement, moi, je suis un particulier, vous voyez, moi, j'ai ça. Du coup, oui, vous pouvez le faire. C'est extrêmement facile à faire. Et puis alors, ça va être un replay. Mais il y a plein de ressources en ligne. Si vous cherchez LM Studio, il y a plein de tutoriels en ligne. Il y en a en français aussi. Là c'est vraiment un espace pour parler ça du point de vue de l'entreprise. Maintenant, si vous êtes un particulier, vous voulez faire parce que vous êtes curieux et que vous avez envie de déployer ça en local, vous pouvez très, très bien le faire. Je vous conseille de vous mettre en mode user si vous n'êtes pas trop développeur. Et là, tout simplement, vous choisissez les modèles et puis voilà. C'est très facile. C'est très intéressant à utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
N'hésitez pas. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ces espaces, on fait ces webinaires une fois tous les 15 jours, plus ou moins, avec Olga. Et nous, l'idée, c'est que ce soit vraiment un espace pour que vous puissiez poser des questions. C'est-à-dire que nous, on a une expertise en intelligence artificielle, en machine learning, en data science. C'est une opportunité rare de pouvoir avoir une personne qui est prête à vous répondre à vos questions. Ça ne vous coûte rien. Alors, ce n'est pas confidentiel parce que là, on est 15, 16 personnes connectées, mais on vous promet, il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez poser toutes les questions, on ne va pas se moquer de vous, on va pas. C'est normal d'avoir des questions. Ce qui est pas normal, ce n'est pas les poser. Donc, vraiment, on veut avec Olga que cet espace soit un moment pour parler IA. Et vraiment que vous puissiez poser des questions sur l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Et même si ça n'a rien à voir avec l'MStudio, avec la thématique d'aujourd'hui, on peut le faire. Alors, Michel, toujours une question. Si on sait programmer, peut-on améliorer ou enrichir ses usages? Alors, je ne crois pas comprendre la question. Si on sait programmer, alors j'imagine, si vous voulez allumer les microphones, peut-être que ça peut aller mieux. Peut-être que si vous pouvez passer. Michel, est-ce que c'est possible pour vous d'allumer les microphones? Je ne pense pas. Bon. Si vous pouvez préciser, s'il vous plaît. Préciser. Alors, Ouais. ce que je comprends en lisant votre question, c'est que vous êtes développeur. Est-ce que vous pouvez enrichir ces usages? Je ne vois pas de quels usages vous parlez. Mais alors, les données, les modèles, de quoi vous parlez exactement? Vous parlez d'utiliser LM Studio comme un assistant au code. Oui, vous pouvez tout à fait lui faire. Fait, par exemple, une calculatrice web en HTML et JavaScript, par exemple. Du coup, si je lui demande ça, il va me faire les codes. Du coup, là, je suis carrément en train de faire du code, mon assistant au code. Est-ce que ça répond à votre question? Vous n'hésitez pas. Xavier a levé la main. Est-ce que vous avez une question, Xavier? Allumez Oui, Xavier, moi. Oui, bonjour. Alors, je pense que ma question, qu'elle rejoint celle de Michel. Je pense que, imaginez ce qu'il veut dire. Si on sait programmer, on fait des applis web, etc. On utilise LM Studio, par exemple, pour avoir son propre environnement. On a vu qu'il y a l'autre outil qui permet de donner aussi ses documents d'entreprise, etc. Est-ce que nous, derrière, on peut modifier ces langages, leur rajouter des fonctionnalités pour dire, ben voilà, si l'utilisateur te dit utilise tel mot, ça c'est associé à telle typologie de produit chez nous, etc. Et élargir comme ça l'apprentissage nous-mêmes. Alors, oui, c'est-à-dire que quand vous savez un modèle sur LM Studio, quand vous savez un modèle, vous savez toute la partie, voir si je les trouve. Attendez, j'y aille, je vais faire un peu, je suis un mode développeur, voilà. Et du coup, quand je viens sur un modèle, par exemple celui-là, Mistral, mes modèles, My Models, Mistral, par exemple celui-là, où j'étais là tout à l'heure. Alors, vous savez toute une partie qui est la partie système prompt. Alors, système prompt, là, j'ai fait tout petit, hein, répond toujours en utilisant de la poésie. Et là, vous pouvez mettre les instructions qui sont de haut niveau. C'est-à-dire que c'est les rôles de toi en tant qu'assistant, c'est de faire ci, de faire ça. Si un client il demande ci, bah, tu lui dis que tu peux pas, tu peux faire ci, tu peux faire ça. En fait, là, ça peut être aussi long que vous voulez. Hein. Ça peut être aussi long que vous voulez. Alors, pas forcément des documents, parce que ce n'est pas un document, c'est vraiment des instructions. Si vous voulez rajouter les documents, c'est autrement. Vous allez les vectoriser avec un logiciel comme celui-là et vous allez les injecter dans les prompts. Mais par contre, là, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. C'est vraiment ce qu'on appelle les system prompts. En fait, dans les agents conversationnels, il y a deux prompts. Dans les agents conversationnels et dans les LLM, il y a deux prompts. Il y a les prompts système, c'est celui-là que vous mettez ici un peu en invisible. Et après, il y a les prompts utilisateurs. Et c'est celui-là que je demande à la personne de faire ici. Du coup, ça, c'est les prompts utilisateurs. De l'autre côté, il y a les prompts système. Et vous, en tant que développeur, vous, en tant ou architecte système, vous avez la possibilité de jouer sur celui du système. Ou manipuler celui de l'utilisateur. Et du coup, dire l'utilisateur, tout ce qu'il dit, avant de les traiter, je ne sais pas, traduire-les en anglais ou je n'en sais rien.
Du coup, voilà. Alors, ça, c'était Il y a la deux- question. Ça a répondu à la question, Xavier? Oui, ouais, très bien, merci. OK. Il y a Alors, deux autres questions, s'il te Jimali, plaît, Camille. oui, Jimali Eva, je vois votre question, dit l'effet de déployer un LLM en interne implique-t-elle la mise en place de mesures supplémentaires en matière de cybersécurité? Si oui, lesquelles? Autrement dit, faut-il davantage renforcer la sécurité des données internes lorsqu'on déploie un LLM personnalisé en interne? À quoi faire particulièrement attention? Alors, quand vous déployez un LLM avec LM Studio, vous savez, un serveur en local. Mais ces serveurs en local, il faut aussi certainement les protéger. C'est-à-dire que il n'est pas invulnérable à des attaques. Il n'est pas invulnérable à des injections, il n'est pas invulnérable à des choses. Du coup, c'est juste une application et il faudrait la traiter comme n'importe quelle application. Du coup, si vous connaissez en cybersécurité, il faudrait penser à ça. Alors maintenant, c'est un truc que vous faites en local. C'est pas forcément, si vous les faites en local, vous savez aussi des logs. Donc, s'il y a un utilisateur en interne qui vous attaque ou qui fait des choses, bah, vous savez qui c'est. Vous avez vraiment accès mais c'est une application et il faut la traiter comme la telle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, eux, ils savent des sécurités, ils s'en occupent. C'est juste une application qui est faite pour charger un LLM et manipuler et faire des choses comme ça. Maintenant, ça va être à vous vraiment de gérer toute la partie de cybersécurité. Alors, moi, je ne suis pas forcément un expert en cybersécurité, mais les choses qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres sync points sur lesquels on peut arriver, qu'on ne peut pas faire des injections SQL directement dans les trucs, qu'il ne faut pas, par exemple, faire des attaques cross-domaine. Il faudrait voir, encore une fois, moi, mes cours de sécurité informatique, c'était il y a longtemps, mais il faut faire attention, il faut les traiter comme un serveur, comme vous traiterez n'importe quel serveur. Je ne sais pas si ça dit. Il faut renforcer la sécurité des données internes lorsqu'on déploie un LLM personnalisé en interne. Du coup, oui, il faut. Et ces données-là, ils vont être là, mais il faut potentiellement s'assurer qu'il n'y a que cette application qui a accès à les savoir. Il faut forcément les mettre dans un FTP qui est disponible par tous les mondes. Du coup, oui. Alors, Lucas, est-ce que si on donne de nombreux documents à Anything LLM, peut-on lui demander de faire des recherches dans ces documents et de nous en extraire des passages, par exemple, en citant précisément dans quel document il a trouvé l'extrait? Alors oui, effectivement, c'est ce que je viens de faire. Alors là, par exemple, je lui ai demandé, alors je vais vous montrer les documents que j'ai rajoutés en tant que base de connaissances. Ce sont des documents administratifs de mon entreprise, ce ne sont pas drôles. Du coup, là, c'est quoi? C'est une décision d'affectation de résultats. Voilà, l'année dernière, combien de résultats j'avais fait et combien j'avais affecté au compte. Il y a la déclaration de confidentialité des comptes annuels parce que je ne veux pas que mon truc soit accessible en ligne. Il y a un truc pour les greffes, une procuration. Du coup, par exemple, moi, mon cabinet, c'est une société qui s'appelle CK, étoile. Du coup, là, on va voir. Là, puisque j'ai rajouté toutes ces informations-là et qu'elles sont là, elles ont été rajoutées ici. Pour les rajouter, c'est extrêmement simple. Vous cliquez ici, vous les uploadez et après, vous les balancez. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je peux lui poser la question. Quel est le cabinet des Machine Learning Lab? Alors normalement, je n'ai pas fait l'exercice, mais normalement, ça devrait me dire. Et très probablement me dire en plus dans quel document c'est. Cabinet, je n'ai pas dit cabinet comptable. Il aurait fallu que je précise. On va le laisser juste comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne comme information. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça donne comme information? Quel est le comptable? On va les laisser faire. Bah voilà, il a dit, c'est K étoile, il a compris, je n'ai même pas eu besoin de faire. Et show citations, il va me montrer. Alors, il va trouver les morceaux de texte dans lesquels il était là. C'est K étoile. Du coup, oui, effectivement, je peux lui donner plein de textes, il peut faire ça. Alors, Lucas, alors, j'ai rebondi sur cette question. Peut-on lui donner un document, donner les schémas d'un répertoire pour obtenir plusieurs documents? Oui, on peut, je pense. Il n'y a pas seulement, vous pouvez balancer des documents, vous pouvez aussi rajouter des data connectors même. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner accès à un repo sur GitHub ou à des transcriptions sur YouTube ou un scrapper. Vous pouvez aussi faire du scrapping. Du coup, vous pouvez faire beaucoup, mais si vous en avez un, effectivement.
Du coup, vous pouvez faire, là, j'ai balancé les documents parce que c'est les plus simples à montrer. Mais vous pouvez aussi faire avec beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, Anything LLM, il a un truc qui est absolument intéressant, c'est que vous pouvez aussi les paramétrer avec des choses, par exemple, dans les chats. Vous pouvez lui demander des choses. Alors, attendez, je vois. Open Settings. Vous pouvez lui demander, par exemple, les langages, la langue et tout ça, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes, vous allez voir. Un niveau admin. Alors, attendez. Que je trouve. Agent Skills. Du coup, par exemple, moi, j'ai envie de scraper des sites web. J'ai envie de lui donner la possibilité de scraper des sites web. Par contre, après, il faut donner ces scrappers. Et du coup, je peux lui demander. Je peux lui demander de réduire des documents. Je peux lui demander de garder les choses en mémoire, de faire de la web search. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je peux changer. Alors, effectivement, il va falloir que je lui dise quels sont les providers de ma recherche. Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est DuckDuckGo? Est-ce que c'est Bing? Etc. Du coup, effectivement, si je cherche Bing, il va falloir me donner une clé d'API. Mais si vous faites ça, là, vous savez, un chat GPT, comme un chat GPT qui se connecte sur Internet pour répondre à vos questions. Du coup, voilà. Alors, ça, Michel, si je dispose de plusieurs audios, vidéos et des supports PDF sur un sujet donné, puis-je rajouter ces documents comme données d'apprentissage en LLM? Alors, un LLM, c'est un Large Language Model. Et Large Language Model, c'est un texte. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est transformer les données audio, transformer les données vidéo en texte. Il faut faire des transcriptions. Du coup, après, je ne suis pas sûr qu'Anything LLM les fait pour vous, mais il faut d'abord transformer ça. Et après, une fois que c'est un texte, vous pouvez les injecter. Alors, ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait un truc intéressant. Vous saviez ici sur la partie j'ai fermé LM Studio. Enfin, j'ai fermé Anything LLM. On va l'ouvrir encore une fois. Attendez. Anything LLM. On avait une partie dans laquelle ça pouvait se connecter à des parties, des transcripts de YouTube. Du coup, ça peut être intéressant. Peut-être que potentiellement, il peut le faire automatiquement. Question. Est-ce qu'il y a une limite des volumes des documents qu'on peut fournir? Plusieurs gigabytes de données, par exemple. Alors, je ne sais pas du tout. Moi, je n'ai jamais poussé la limite. Moi, je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup. J'ai rencontré une société qui avait plus de 10 gigas qui étaient rajoutés sur ça. Alors, quelle est la limite technique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça dépend plutôt de votre machine. Parce que finalement, derrière, ce qu'il va faire Anything LLM, c'est qu'il va vectoriser tout ça. Je pense que les limites, ce n'est pas forcément en termes de taille des documents, mais plutôt de votre machine, est-ce qu'elle est capable de vectoriser toutes ces informations que vous lui avez données? Parce que ça ne va pas galérer trop. À mon avis, c'est plutôt votre machine qui est le problème. Et du coup, Lucas qui pose la question, est-ce que ces genres de déploiement local nécessitent des ressources importantes en machine à l'électricité? Alors, ça dépend de l'utilisation. Hein. Moi, je l'utilise comme ça. Je vois ma machine faire comme ça les ventilateurs parce que je suis en train d'utiliser la carte graphique. Mais non, je pense que c'est... Alors, c'est beaucoup plus qu'une recherche sur Internet, parce que sur Internet, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de faire cette recherche. Là, tout ça, c'est en train de carburer mon PC. Et oui, il est un peu chaud. Alors, ça va, je pense qu'avec les ordinateurs que vous savez, ça ne va pas faire non plus exploser votre facture de EDF non plus, je ne pense pas. Alors, Michel qui dit « Je trouve un peu long de téléverser des vidéos sur YouTube. Quelle sorte de solution gratuite existe pour transcrire des vidéos de plusieurs heures ?» Je ne sais pas. Alors, gratuite, je ne pense pas. Après, il y a des solutions, un mode API. C'est-à-dire que, par exemple, Google Cloud, il y a un truc qui s'appelle transcription. Du coup, en fait, il y a des logiciels, speech-to-text, que vous pouvez utiliser. Et du coup, en fait, vous pouvez sortir une clé, si vous savez faire. Vous savez sortir une clé API. Et dans cette clé API, vous lui balancez les trucs et il va faire pour vous. Par contre, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Maintenant, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Les API, c'est des centimes d'euros. Ces gens-là, ils vont travailler surtout sur le volume. Mais si vous êtes disponible, si vous êtes capable, je peux vous montrer comment faire parce que moi, j'ai un compte console Google Cloud. Mais par exemple, si vous voulez faire un truc de ce type-là, il suffit d'aller sur la console de Google Cloud ou d'Amazon ou de Microsoft ou les autres. Si vous avez un projet,
par exemple celui-là, et là, vous dites, je vais créer une API, et l'API, c'est, alors comment ça s'appelle, c'est speech to text. Et donc, en fait, vous validez ça, mais par contre, moi, je suis capable de faire ça parce que moi, j'ai ma carte de crédit qui est derrière. Et là, vous dites, je vais faire cette API-là, je vais générer une clé, et je fais pack, et le meilleur, combien ça coûte? Ça coûte ça. Oui, un pricing à faire. Alors, je pense qu'on pourrait les faire en utilisant des librairies Python, mais je ne suis pas donné étant essayé. Alors, peut-être aussi bien. Oui, si ça s'est fait en librairie Python. Il suffirait de demander, peut-être qu'on peut demander à notre ChatGPT. On va lui demander. On va lui poser une question. Est-ce qu'il y a une librairie en Python gratuite capable de transformer en audio en texte? Alors, il me dit que oui. Il y a East Speech Recognition. Ah non, mais il utilise Google Cloud Speech to Text, c'est ce que je venais de dire. En fait, non. Elle va me dire non, il utilise Google derrière. C'est pas des librairies. Bon, je vais demander de creuser. Hein, je vais demander de creuser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est déjà 14 heures. Je pense que s'il n'y a pas une dernière question, on va... Oui, il y a une autre question, Camille. Alors, Lucas, si on veut déployer un local dans son entreprise, faut-il des grosses ressources matérielles? Est-ce que l'LLM est utilisable par plusieurs utilisateurs en même temps ou va-t-il traiter les éléments une par une? Alors, alors, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il faut des grosses ressources matérielles? Alors, pas forcément. Moi, j'ai fait ça ici dans mon PC en local. Et dans mon PC en local, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai une belle mémoire, hein, système. J'ai une belle mémoire parce que j'ai une belle, mais j'ai pas grand-chose en fait. C'est un PC portable, quoi. Là, vous les voyez, hein. C'est un PC portable moderne, mais c'est un PC. Vous voyez, bon. J'ai un bon processeur, j'ai un bon PC, mais c'est pas non plus une machine hyper professionnelle. Alors maintenant, si vous avez un serveur dédié, vous allez certainement avoir beaucoup plus de disques, beaucoup plus de mémoire, beaucoup plus de trucs. Et alors, est-ce que les LLM est utilisable par plusieurs utilisateurs en même temps? Alors, il y a une façon de tester. Là, par exemple, j'ai 2 applications. Vous allez voir, vous allez avoir la réponse. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Et du coup, là, je vais faire 2 questions avec 2 applications, 2 utilisateurs en même temps et on va voir ce qui se passe. Alors là, on a les logs et là, on va demander, par exemple, fais une poésie sur la pizza pepperoni. Du coup, là, tac, je génère, il y a des choses qui se passent et là, je vais lui demander bonjour, comment ça va? Là, je vais lui demander. On va voir ce qui se passe. Du coup, là, il y a une génération en cours. Là, bon, il y a une autre génération en cours. Là, ça marche. Là, ça marche. Et c'était en même temps. Du coup, je pense que vous avez votre réponse. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas de dernière question, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous aussi. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, nous, on a, si vous voulez approfondir dans les sujets, j'offre 30 minutes de mon temps, complètement gratuite. Il n'y a pas besoin d'achat de quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je vous offre mon temps pour répondre à des questions. Alors maintenant, il faut trouver les créneaux. Tous les créneaux sont publiés sur ces liens. Et là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vais vous parler, on va continuer l'échange. Et encore une fois, ça ne coûte rien. Il n'y a pas d'obligation d'achat. C'est complètement confidentiel. C'est vraiment notre ambition, c'est de donner une personne à qui vous pouvez poser des questions comme ça. Alors maintenant, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. J'ai une connaissance aussi limitée de certaines choses, mais si j'ai les réponses, je peux vous l'apporter. C'est avec plaisir. Du coup, voilà. Bah, écoutez, merci à vous tous de vous être connectés. Merci Olga, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire. Non, merci beaucoup. Comme disait Camille, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions. Et puis, vous allez recevoir d'ici quelques temps, d'ici quelques jours, le replay et toutes les informations concernant ce sujet et notre société aussi. Donc, merci pour votre participation et bon appétit à tous ceux et celles qui n'ont pas encore mangé. Les prochains webinaires s'intitulent Comment réussir un projet IA en entreprise?
Et il est, quelle date? Le 4 mars. Je vais vous envoyer l'information concernant ce webinaire Ça vous aussi. intéresse, ce type de webinaire? Et la prochaine fois, n'ayez pas peur d'allumer la caméra, comme ça on peut avoir un échange et ça va être plus sympa. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, merci beaucoup, je vous souhaite un bon appétit et À bientôt. Merci beaucoup.